C'est toujours un plaisir d'être entouré des Congolais qui tous sont patriotes, sont attachés à leur patrie, à la République, à la nation, mais qui, pour certaines raisons, ne se rencontrent pas par rapport aux faits, aux événements qui se déroulent dans leur pays. Ceci donne place à un débat. Ce débat va nous permettre de découvrir dans le chef de chacun ce qu'il pense de son pays et pourquoi il ne prend pas en charge la réflexion ou la vie de l'autre. Voilà Club Plus d'aujourd'hui, messieurs et dames, qui reçoit pour vous deux compatriotes qui chacun va parler de ses ambitions pour le Congo, de ses convictions, de ses appartenances, et ceci pour le salut, bien entendu, de la République démocratique du Congo, notre pays. Je reçois donc deux personnes. La première, c'est Xavier Malutama. C'est un habitué de notre plateau. Il est secrétaire général adjoint, chargé de la communication et porte-parole du parti. Il est en même temps conseiller spécial du président de son parti, c'est le parti ADPD. De l'autre côté, nous avons M. Jano Manyanga. Lui, il est président de la Ligue de jeunes du parti politique MSR, ce parti qui est membre du Front commun pour le Congo. Le premier, il est dans l'Union sacrée. Le second, il est dans le Front commun pour le Congo. Avec eux, nous allons aborder trois sujets importants qui vous intéressent au peuple congolais. Le premier, nous allons parler de la sortie officielle récente de l'Union sacrée, ce grand événement qui a eu lieu au Stadium des Martyrs de la Pentecôte. Nous nous posons la question, est-ce que c'était une sortie réussie? Si oui, qu'est-ce que nous devons retenir de cette sortie officielle? En quoi est-elle utile ou importante pour l'avenir de notre pays? Nous allons parler également du processus électoral qui est en cours. D'aucuns pensent que vu la situation que traverse notre pays, il serait mieux ou nécessaire que l'on se focalise d'abord sur le processus de la pacification du pays afin d'arrêter l'hémorragie, au lieu de se lancer de manière désordonnée ou aveugle dans les préparatifs ou dans la tenue des élections qui pourraient d'une certaine manière encore engendrer d'autres types de conflits moins utiles pour la nation congolaise. Et enfin, nous allons parler de l'impact du budget de 16 milliards de dollars. Ce budget qui a été voté par l'Assemblée nationale, refuté, récusé par une grande institution financière dans le monde, je cite le FMI. D'aucuns pensent que le FMI a raison, le Congo n'a jamais eu un budget de 16 milliards. D'autres pensent que le FMI passe pour un imposteur. Alors, nous allons découvrir ici toutes les vérités quant à cette question. Ensemble avec vous, messieurs et dames, je reçois mes deux invités. Bonjour et bienvenue, Xavier Malutama. Bonjour et merci de m'inviter une fois de plus sur ce plateau. Vous m'avez présenté comme un habitué, ce n'est que la deuxième fois que je passe sur le plateau et j'en suis honoré et je vous remercie une fois de plus de m'y avoir invité. Très bien, merci beaucoup. Bienvenue aussi à vous, Jano Manyanga. Merci beaucoup, camarades Benz. Merci également à nos frères qui sont en train de travailler derrière la caméra. Je salue également tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à cet instant, partout où ils se trouvent. Je salue les autorités de notre famille politique qui est le Front commun pour le Congo FCC ainsi que partout où ils se trouvent à l'intérieur du pays, ici à Kinshasa. Et je salue l'autorité morale qui est Joseph Kabila Kabange, ainsi que tous les membres de sa famille. Merci. Très bien. En venant jusqu'à nous rencontrer à cet endroit, certainement qu'il y a des choses que vos yeux ont vues, vos oreilles ont entendues, le cœur n'a pas pu supporter dans le cadre de vos biscuits. Je voudrais qu'on introduise en accusant ici sur plateau, Monsieur Xavier Malutama, quels sont vos biscuits?
je ne, je ne partage pas ces codes-là, biscuit. Quel est l'autre terme pour que je puisse me retrouver? Bon, Oui, nous vivons dans une société où il y a des faits qui naissent, il y a des événements à tout moment, quelque chose ne vous a pas plu, peut-être que il y avait coupure d'électricité juste au moment où vous repassiez votre chemise pour d'accord. venir ici. C'est quelque chose qui vous a choqué, qui vous a déçu, vous aimerez en parler. Ça pourrait vous donner la bonne forme pour mieux aborder le débat de tout à l'heure. Ah, si c'est ça les biscuits, je vais vous dire que je n'en ai pas. Moi, je suis un homme politique. J'aspire à devenir un homme d'État. Et un homme d'État n'étale pas ses émotions sur un plateau de télévision. Mais par contre, il y a un fait qui m'a rendu un peu nostalgique. Lorsque vous avez annoncé que mon compatriote d'en face est du MSR, c'est-à-dire du Mouvement social pour le renouveau, ça c'est un fait qui m'interpelle. Mais ça m'interpelle positivement parce que je suis également passé par ce parti politique où j'ai eu à travailler avec le feu Pierre Lumbi, d'heureuse mémoire pour ce pays. Pierre Lumbi, si vous me permettez de lui rendre hommage sur Oui, ce plateau, allez-y. ce fut un grand homme, ce fut un homme qui a su placer sa peur derrière lui et mettre ses convictions à la... C'était un homme de conviction. Il a eu le courage à une certaine époque de dire à Kabila que le peuple congolais ne veut plus de toi. Il ne faut pas aller en confrontation avec le peuple congolais. Il faut plutôt respecter la volonté populaire et donc ne nous oblige pas à aller en bras de fer avec la population. Il faut se soumettre à la volonté populaire. Il avait fait verbalement, il avait fait par écrit, et je crois que la troisième lettre que nous avions rédigée à cette époque-là, adressée à l'ancien président de la République, aujourd'hui sénateur à vie, nous avait valu d'être chassés des institutions à cette époque-là. Ah bon? Pour la petite histoire, Pierre Lumbi à cette époque-là était conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Les autres co-signataires de la lettre, il me semble, José Ndundu, qui était à l'époque à l'environnement, Kamitatou était ministre du plan, il me semble. Ils étaient plusieurs, ils étaient nombreux à partager la conviction que Pierre Lumbi avait. Et ça avait valu à Pierre Lumbi et ses collaborateurs que nous étions d'être chassés tout simplement des institutions. Mais nous étions assumés. Et donc aujourd'hui, de voir en face de moi un compatriote qui est du MSR, ça me rappelle un peu tous ces souvenirs, chargés d'émotions, c'est vrai, mais des bons souvenirs quand même. Et c'est dommage pour lui parce que le MSR dont moi je parle était une bonne école. C'était une école de discipline, une école d'intelligence. Pierre Lumbi, qui était conseiller spécial à l'époque, avait organisé son parti un peu comme un service d'intelligence. Et c'était une bonne formation à cette époque-là. Pour la petite histoire... Vous pensez que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Mais l'âme de ce parti politique s'en est allée. Excusez-moi de le dire, mais c'est la vérité. L'âme de ce parti politique s'en est allée. Aujourd'hui, il n'y a plus de contenu. Pierre Lumbi est parti, paix à son âme, et je ne vois pas qui a remplacé Pierre Lumbi. Il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, il y a MSR aussi, je vais, sacrée, MSR dans le FCC. Vous pensez que même le MSR qui est dans l'Union sacrée n'a plus d'âme? Je vais vous dire une chose, c'est que à l'époque où nous étions dans ce parti politique, nous siégions, nous, à la table des décideurs. Moi, j'étais le porte-parole du bureau politique de ce parti à cette période-là. Donc, on était autour de la table comme ça, avec Pierre Lumbi, Bertin Saloumou. Je ne cite que ces deux noms-là parce que les deux s'en sont allés. Bologna est aujourd'hui, qui est avec Moïse Katumbi. Nous étions autour de ces tables-là. Et donc, je connais très bien ce parti politique qui a été de mon parcours, de mon cursus. Et voilà, je tenais en tout cas à rendre un hommage sincère et particulier à Pierre Lumbi, qui a fondé ce parti sur la sève d'une autre de ses créations qui était à l'époque Solidarité paysanne.
Solidarité paysanne était une initiative de Pierre Lumbi qui a vu le jour à l'est du pays. Et Pierre Lumbi avait pris comme initiative à l'époque d'organiser les paysans en coopérative, de façon à ce qu'ils puissent développer leur travail à un niveau d'agro-business. Et ça a eu beaucoup de retombées à l'est du pays, il y a eu beaucoup de résultats. Et c'est ça, en fait, qui a fondé sa popularité à l'est du pays. Et donc, il est parti de cette structure-là de la société civile pour passer par le MS, le mouvement social. Le mouvement social, en fait, c'était une plateforme de la société civile toujours, qui réunissait plusieurs leaders de la société civile au sein de cette plateforme pour réfléchir sur le développement, en fait, de la société dans leur contrée. Bien. Et pour finir, le mouvement social a donné naissance au mouvement social pour le renouveau, parti politique, créé à l'époque sous l'initiative, ou si vous voulez, sous le leadership du feu Samba Caputo, qui était également, qui fut également conseiller spécial de l'ancien président de la République. Et à son décès, Pierre Lumbi, qui était en réalité le vrai concepteur, a repris les choses en main. Et voilà, l'histoire est là. Je ne vais pas trop m'étaler sur un parti dont je ne fais plus partie aujourd'hui. Oui, oui, vous avez aussi bien exploité et exposé cette histoire qui nous prouve que vous avez, si pas la parfaite, mais je dirais la noble maîtrise du émissaire Jeannot Manyanga. Votre biscuit sera une réaction par rapport à ce que Xavier Malutama vient de dire, ou ça sera en dehors de cela? À vous la parole. Merci beaucoup pour cette opportunité offerte cet après-midi de pouvoir débattre sur des questions si importantes pour l'avenir de cette nation et surtout nous qui sommes reconnus comme acteurs politiques dans mes biscuits. Je voulais juste, avant toute chose, n'est-ce pas, dire à la population et à vous, l'invité de cet après-midi, je pensais peut-être avoir débattre avec un des lignes sacrés, mais je suis en face de moi avec un kabyliste. Comprenez? Parce que lorsque vous suivez le parcours de mon co-débatteur de cet après-midi, je reconnais en lui les kabylismes. Vous allez même les constater lorsque nous allons débattre avec lui. Vous allez les déceler et vous allez les prouver qu'il est tshisekedi par accident. Et voilà, au moins... Kabyliste par idéologie. Il est kabyliste par idéologie, merci beaucoup, mais tshisekedi par accident, n'est-ce pas? Kabyliste par conviction, tshisekedi par accident. Bon, aujourd'hui, nous le retrouvons avec ce que nous déplorons tous, la transhumance à outrance, à tous les niveaux, à tout bout de champ. Voilà. Alors, mon prédécesseur, mon co-débatteur aujourd'hui, vient de brosser sur l'histoire d'IMSR. Effectivement, je sais que c'est quelqu'un, c'est parmi les précurseurs, lorsque, à cette époque, il vivait... C'est parmi les cerveaux que l'FCC a perdu. Ce qui dit qu'il a siégé avec les ténors. J'étais en train de dire, parmi des personnes, en fait, qui, de ce temps-là, travaillaient avec les MSR, on les appréciait, on les suivait, je connais bien son parcours politique. Lorsqu'il parle, en fait, des parcours ou des détournements du MSR par Joseph Kabila, mais nous avons du mal à comprendre, n'est-ce pas? Les MSR, effectivement, ça a été un mouvement de solidarité paysanne, n'est-ce pas? Pendant ces temps-là, ces mouvements avaient jugé bon, n'est-ce pas, de pouvoir travailler avec la présidence de la République, avec l'arrivée, n'est-ce pas, de Joseph Kabila. Comme Pierre Lumbi s'est retrouvé dans ces mouvements paysans et par sa volonté comme un acteur politique, ces derniers, n'est-ce pas, paix à son âme, il a voulu, n'est-ce pas, adhérer ces mouvements associatifs du côté de la présidence de la République, parce qu'à cette époque, la présidence de la République finançait des mouvements associatifs pour faire asseoir les actions de l'État. C'est de cette manière-là
Pierre Lombi s'est retrouvé à la présidence du côté des autres leaders que je cite, à la personne de Samba Kaputo, qui fit d'ailleurs les grands maîtres de Pierre Lombi. Parce que nous ne pouvons pas inventer la roue ou changer ou faire l'inverse. L'histoire est là. Il faudrait que nous, les politiques, nous laissons une bonne histoire aux personnes, aux jeunes qui nous dirigeons aujourd'hui, de pouvoir comprendre d'où vient les MSR. Je voulais juste vous lancer, je voulais juste vous présenter une anecdote. Une fois, Mosé Kabila dit, il était en train de travailler avec les Bizimakara et les autres qui lui pensaient que c'était des Congolais. Lorsque les pays est entré en conflit avec le Rwanda, il a demandé à ce que les Rwandais puissent partir, mais bizarrement, il a constaté que Bizimakara, qui lui constaté comme Congolais, est parti dans le lot de Rwandais. C'est là que j'ai toujours dénoncé ici. Lorsque vous prenez les courants de Pierre Lombi et les courants des autres personnes, j'ai toujours cité ici, ce sont des personnes qui sont issues du flux de l'infiltration auprès de Joseph Kabila. N'est-ce pas? Parce que mon prédécesseur l'a dit ici, Pierre Lombi a quitté Joseph Kabila dans la manière dont il avait quitté Joseph Kabila. Mais vous allez vous en rendre compte. Il a quitté Joseph Kabila parce qu'il y avait un point que Joseph Kabila ne partageait pas avec Pierre Lombi, surtout. Ce n'est pas le point qu'il a cité là, parce que tout à l'heure, il a dit que Pierre Lombi avait le courage de dire la vérité à Joseph Kabila, que le peuple n'est plus avec toi, n'ose pas faire la tête, sinon ça sera un bras de fer. Je peux lui poser la question. Je pense. Oui, vas-y, nous sommes dans un débat. C'était dans quelles circonstances que Pierre Lombi a été Il a dit qu'il a participé à la rédaction même de la dernière lettre. Ce que j'aime en lui, ce sont des précisions. Pierre Lombi a parlé avec ses mots, il a écrit aussi et lui a participé à la rédaction. C'est là que je suis en train de développer. Joseph Kabila s'est retrouvé devant une difficulté avec tout ce que nous avons connu avec les Rwandais pendant, je pense, nous étions en 2016 pour les cas de l'infiltration. Alors, lui, il n'a pas chassé personne, n'est-ce pas? Il était question de pouvoir statuer sur l'avenir de la République démocratique du Congo. Mais Pierre, à son temps, comme acteur, conseiller spécial, qui a participé, qui a travaillé à côté de Joseph Kabila, comme conseiller spécial, il était en possession de beaucoup de vérités et beaucoup de dossiers. Mais ce dernier a jugé bon par rapport aux réalités, aux vérités qu'il lui a rencontrées du côté de Joseph Kabila, de pouvoir partir. C'est là que j'ai lancé cette anecdote pour dire Pierre Lombi s'est retrouvé, n'est-ce pas, non kabiliste par rapport à donc tu penses qu'à un certain moment, Pierre Lombi devenait un traître, il devenait insupportable aux côtés de Joseph Kabila. Effectivement, parce que on avait décelé en lui les fruits de l'infiltration. Très bien, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, c'était qu'un biscuit. Le plus important pour nous, c'est d'aborder des sujets de fond. On prend celui de la sortie officielle de l'Union sacrée. Ça s'est passé le samedi 29 avril 2023 au stade de Martyrs de la Pentecôte. Nous n'étions pas là. Moi, personnellement, je n'y étais pas. Mais les médias, les réseaux sociaux surtout nous ont aidés à voir ce qu'a été l'ambiance là-bas. Je pense que pour M. Maloutama, c'était une sortie réussie. Tout à fait. La sortie officielle de l'Union sacrée était une véritable démonstration de puissance politique et nous en sommes satisfaits, mais nous en avons une autre interprétation. Mais avant d'y arriver, je vais revenir sur quelque chose qui a été dit ici. Très rapidement, vous très avez rapidement, parce que en fait, j'aimerais que mon compatriote en face de moi ait les idées claires. Tantôt Pierre était un traître, tantôt il était allé sur un parti dont je ne fais plus partie aujourd'hui. Oui, vous avez aussi bien exploité et exposé cette histoire qui nous prouve
que vous avez, si pas la parfaite, mais je dirais la noble maîtrise du émissaire Jeannot Manyanga. Votre biscuit sera une réaction par rapport à ce que Xavier Malutama vient de dire, ou ça sera en dehors de cela? À vous la parole. Merci beaucoup pour cette opportunité offerte cet après-midi de pouvoir débattre sur des questions si importantes pour l'avenir de cette nation et surtout nous qui sommes reconnus comme acteurs politiques dans mes biscuits. Je voulais juste, avant toute chose, n'est-ce pas, dire à la population et à vous, l'invité de cet après-midi, je pensais peut-être avoir débattre avec un des lignes sacrés, mais je suis en face de moi avec un kabyliste. Comprenez? Parce que lorsque vous suivez le parcours de mon co-débatteur de cet après-midi, je reconnais en lui les kabylismes. Vous allez même les constater lorsque nous allons débattre avec lui. Vous allez les déceler et vous allez les prouver qu'il est tshisekedi par accident. Et voilà, au moins... Kabyliste par idéologie. Il est kabyliste par idéologie, merci beaucoup, mais tshisekedi par accident, n'est-ce pas? Kabyliste par conviction, tshisekedi par accident. Bon, aujourd'hui, nous nous retrouvons avec ce que nous déplorons tous, la transhumance à outrance, à tous les niveaux, à tout bout de champ. Voilà. Alors, mon prédécesseur, mon co-débatteur aujourd'hui, vient de brosser sur l'histoire d'IMSR. Effectivement, je sais que c'est quelqu'un, c'est parmi les précurseurs, lorsque, à cette époque, il vivait... C'est parmi les cerveaux que le FCC a perdu. Ce qui dit qu'il a siégé avec les ténors. J'étais en train de dire, parmi des personnes, en fait, qui, de ce temps-là, travaillaient avec les MSR, on les appréciait, on les suivait, je connais bien son parcours politique. Lorsqu'il parle, en fait, des parcours ou des détournements du MSR par Joseph Kabila, mais nous avons du mal à comprendre, n'est-ce pas? Les MSR, effectivement, ça a été un mouvement de solidarité paysanne, n'est-ce pas? Pendant ces temps-là, ces mouvements avaient jugé bon, n'est-ce pas, de pouvoir travailler avec la présidence de la République. Avec l'arrivée, n'est-ce pas, de Joseph Kabila. Comme Pierre Lumbi s'est retrouvé dans ces mouvements paysans et par sa volonté comme un acteur politique, ce dernier, n'est-ce pas, paix à son âme, il a voulu, n'est-ce pas, adhérer ces mouvements associatifs du côté de la présidence de la République parce qu'à cette époque, la présidence de la République financer des mouvements associatifs pour faire asseoir les actions de l'État. C'est de cette manière-là que Pierre Lumbi s'est retrouvé à la présidence du côté des autres leaders que je cite, à la personne de Samba Kaputo, qui fit d'ailleurs les grands maîtres de Pierre Lumbi. Parce que nous ne pouvons pas inventer la roue ou changer ou faire l'inverse. L'histoire est là. Il faudrait que nous, les politiques, nous laissons une bonne histoire aux personnes, aux jeunes que nous dirigeons aujourd'hui, de pouvoir comprendre d'où vient les MSR. Je voulais juste vous lancer, je voulais juste vous présenter une anecdote. Une fois, Mosé Kabila dit, il était en train de travailler avec les Gizi Makara et les autres qui lui pensaient que c'était des Congolais. Lorsque les pays est entré en conflit avec le Rwanda, il a demandé à ce que les Rwandais puissent partir, mais bizarrement, il a constaté que Gizi Makara, qui lui constaté comme Congolais, est parti dans le lot de Rwandais. C'est là que je toujours dénoncé ici. Lorsque vous prenez les courants de Pierre Lumbi et les courants des autres personnes, je toujours cité ici, ce sont des personnes qui sont issues du flux de l'infiltration auprès de Joseph Kabila.
n'est-ce pas? Parce que mon prédécesseur l'a dit ici, Pierre Lumbi a quitté Joseph Kabila dans la manière dont il avait quitté Joseph Kabila. Mais vous allez vous en rendre compte. Il a quitté Joseph Kabila parce qu'il y avait, un point que Joseph Kabila ne partageait pas avec Pierre Lumbi, surtout. Ce n'est pas le point qu'il a cité là, parce que tout à l'heure, il a dit que Pierre Lumbi avait le courage de dire la vérité à Joseph Kabila, que le peuple n'est plus avec toi, n'ose pas faire la tête, sinon ça sera un bras de fer. Je peux lui poser la question. Je pense. Oui, vas-y, nous sommes dans un débat. C'était dans quelles circonstances que Pierre Lumbi a Il a dit qu'il a participé à la rédaction même de la dernière lettre. Ce que j'aime en lui, ce sont des précisions. Pierre Lumbi a parlé avec ses mots, il a écrit aussi et lui a participé à la rédaction. C'est là que je suis en train de développer. Joseph Kabila s'est retrouvé devant une difficulté avec tout ce que nous avons connu avec les Rwandais pendant, je pense, nous étions en 2016 pour les cas de l'infiltration. Alors, lui, il n'a pas chassé personne, n'est-ce pas? Il était question de pouvoir statuer sur l'avenir de la République démocratique du Congo. Mais Pierre, à son temps, comme acteur, conseiller spécial, qui a eu à participer, qui a eu à travailler à côté de Joseph Kabila, comme conseiller spécial, il était en possession de beaucoup de vérités et beaucoup de dossiers. Mais ce dernier a jugé bon par rapport aux réalités, aux vérités qu'il lui a rencontrées du côté de Joseph Kabila, de pouvoir partir. C'est là que je lançais cette anecdote pour dire Pierre Lumbi s'est retrouvé, n'est-ce pas, non kabiliste par rapport à donc tu penses qu'à un certain moment, Pierre Lumbi devenait un traître, il devenait insupportable aux côtés de Joseph Kabila. Effectivement, parce que on avait décelé en lui les fruits de l'infiltration. Très bien, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, c'était qu'un biscuit. Le plus important pour nous, c'est d'aborder des sujets de fond. On prend celui de la sortie officielle de l'Union sacrée. Ça s'est passé le samedi 29 avril 2023 au stade de Martyrs de la Pentecôte. Nous n'étions pas là. Moi, personnellement, je n'y étais pas. Mais les médias, les réseaux sociaux surtout nous ont aidés à voir ce qu'a été l'ambiance là-bas. Je pense que pour M. Maloutama, c'était une sortie réussie. Tout à fait. La sortie officielle de l'Union sacrée était une véritable démonstration de puissance politique et nous en sommes satisfaits, mais nous en avons une autre interprétation. Mais avant d'y arriver, je vais revenir sur quelque chose qui a été dit ici. Très rapidement, vous très rapidement, parce que en fait, j'aimerais que mon compatriote en face de moi ait les idées claires. Tantôt Pierre était un traître, tantôt il était idéologique. Il faut savoir, Pierre Lumbi a simplement eu le malheur d'avoir raison trop tôt. C'est-à-dire qu'il a dit la vérité à Kabila, qu'il devait lâcher le pouvoir. Et c'est ça qui lui a coûté la position qu'il avait dans ce régime. Il n'y a pas autre chose, mon cher ami. Et d'ailleurs, les faits nous ont donné raison, parce qu'il me semble que lorsque nous sommes chassés des institutions à cette époque-là, nous sommes en 2015. Nous devions avoir élection en 2016. Il n'y a pas eu élection, il y a eu glissement. Et voilà, après le glissement, Kabila a fini par comprendre que finalement, les gens qui avaient osé lui dire la vérité hier avaient raison, parce que il n'a pas organisé les élections en 2018 pour les raisons que lui seul connaît. Enfin, en 2016, il les a organisées en 2018 et en 2018, il a désigné un dauphin. Il n'était pas le candidat. Or, le débat qui était le nôtre en 2015, c'était celui du troisième pénalty. Et je pense que la population qui se souviendra encore de ce débat se souviendra du terme qui avait été utilisé. Nous disions non au troisième pénalty. Il faut respecter la volonté du peuple. Il ne faut pas changer la Constitution. Et nous étions convaincus de cela. Et aujourd'hui encore, l'histoire nous donne raison. Mon cher frère, je vous regarde droit dans les yeux. L'histoire nous donne raison aujourd'hui. Kabila n'a pas pu changer la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Vous vous souviendrez des incidents qui avaient eu lieu autour du Palais du Peuple. Là, nous sommes encore en 2015. Janvier 2015, je m'en souviens très bien. Janvier 2015, monsieur. Obochab, en interne, avait dit que le peuple congolais est un peuple mouton.
et que nous pourrons changer la constitution et conditionner l'organisation des élections de l'époque au recensement. Ça avait donné lieu à un grabuge total. Kinshasa était en ébullition. N'eût été, monsieur, l'intervention du président du Sénat de l'époque, monsieur Léon Kengo Adongo, dont je fus le collaborateur, ça aurait été le bordel ici à Kinshasa. Le bordel. Donc, pour revenir sur Pierre Lumbi, ce monsieur, ce grand stratège, cette grande intelligence que le perdu a payé, enfin que le pays a perdu, son seul malheur, quand j'analyse l'histoire et la situation de l'époque et d'aujourd'hui, c'est tout simplement d'avoir eu raison trop tôt. Bien. Mais pour conclure sur le sujet, j'aimerais dire à mon compatriote en face de moi que nous, les grandes intelligences, on n'a pas peur d'avoir raison trop tôt. On assume. Quand nous voyons les choses, nous les disons clairement. Et qu'on les prenne ou qu'on les prenne pas, nous les assumons. C'est ce que Pierre a fait. Il a dit à Kabila la vérité, qu'il ne l'a pas digéré à cette époque-là, qui a réagi de la manière dont il avait réagi, mais les faits ont donné raison à Pierre Lumbi bien après. Pour le dernier détail sur ce point, c'est que Pierre Lumbi... Vous avez encore 2 minutes, il faut aussi répondre sur la question. Pierre Lumbi, à cette époque-là, je termine sur ça, sur cette parenthèse, avait choisi Félix Tshisekedi. Pierre Lumbi avait choisi comme candidat Félix Tshisekedi. Non, plutôt il s'est retrouvé aux côtés de Moïse Katumbi. Il faut savoir, Pierre Lumbi a simplement eu le malheur d'avoir raison trop tôt. C'est-à-dire qu'il a dit la vérité à Kabila, qu'il devait lâcher le pouvoir. Et c'est ça qui lui a coûté la position qu'il avait dans ce régime. Il n'y a pas autre chose, mon cher ami. Et d'ailleurs, les faits nous ont donné raison, parce qu'il me semble que lorsque nous sommes chassés des institutions à cette époque-là, nous sommes en 2015. Nous devions avoir élection en 2016. Il n'y a pas eu élection, il y a eu glissement. Et voilà, après le glissement, Kabila a fini par comprendre que finalement, les gens qui avaient osé lui dire la vérité hier avaient raison, parce que il n'a pas organisé les élections en 2018 pour les raisons que lui seul connaît. Enfin, en 2016, il les a organisées en 2018, et en 2018, il a désigné un dauphin. Il n'était pas le candidat. Or, le débat qui était le nôtre en 2015, c'était celui du 3e pénalty. Je pense que la population qui se souviendra encore de ce débat se souviendra du terme qui avait été utilisé. Nous disions non au 3e pénalty, il faut respecter la volonté du peuple, il ne faut pas changer la Constitution. Et nous étions convaincus de cela, et aujourd'hui encore l'histoire nous donne raison. Mon cher frère, je vous regarde droit dans les yeux, l'histoire nous donne raison aujourd'hui. Kabila n'a pas pu changer la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Vous vous souviendrez des incidents qui avaient eu lieu autour du Palais du Peuple. Là, nous sommes encore en 2015, janvier 2015, je m'en souviens très bien. Janvier 2015, monsieur. Obochab, en interne, avait dit que le peuple congolais est un peuple mouton et que nous pourrons changer la Constitution et conditionner l'organisation des élections de l'époque au recensement. Ça avait donné lieu à un grabuge total. Kinshasa était en ébullition. N'eût été, monsieur, l'intervention du président du Sénat de l'époque, monsieur Léon Kengo Adongo, dont je fus le collaborateur, ça aurait été le bordel ici à Kinshasa. Le bordel. Donc, pour revenir sur Pierre Lumbi, ce monsieur, ce grand stratège, cette grande intelligence que le perdu a payé, enfin que le pays a perdu, son seul malheur, quand j'analyse l'histoire et la situation de l'époque et d'aujourd'hui, c'est tout simplement d'avoir eu raison trop tôt. Bien. Mais pour conclure sur le sujet, j'aimerais dire à mon compatriote en face de moi que nous, les grandes intelligences, on n'a pas peur d'avoir raison trop tôt. On assume. Quand nous voyons les choses, nous les disons clairement. Et qu'on les prenne ou qu'on les prenne pas, nous les assumons. C'est ce que Pierre a fait. Il a dit à Kabila la vérité, qu'il ne l'a pas digéré à cette époque-là, qui a réagi de la manière dont il avait réagi, mais les faits ont donné raison à Pierre Lumbi bien après. Pour le dernier détail sur ce point, c'est que Pierre Lumbi... Vous avez encore 2 minutes, il faut aussi répondre sur la question. Pierre Lumbi, à cette époque-là, je termine sur ça, sur cette parenthèse, avait choisi Félix Tshisekedi. Pierre Lumbi avait choisi comme candidat Félix Tshisekedi. Non, plutôt il s'est retrouvé aux côtés de Moïse Katumbi.
Mais Moïse Katumbi, en fait, il y a toute une histoire derrière ça. Je ne vais pas me permettre de rentrer en profondeur là-dedans parce que Oui, on risque de passer toute l'émission à parler de Pierre. effectivement, oui. Et ça ne serait pas usurpé que de parler de Pierre pendant toute une émission parce que c'est un grand homme, une grande intelligence qui a fait beaucoup de choses pour ce pays. Il mériterait tout un plateau. Mais comme ce n'est pas le sujet du jour, je ne vais pas rentrer en profondeur là-dessus. Ça nous inspire quand même. Mais on va trouver un plateau spécial où on va parler de Je termine simplement en disant que le MSR avait choisi son camp, avait choisi de dire la vérité. Et voilà, le véritable MSR avait été chassé des institutions par M. Kabila à l'époque. Et donc, avoir un MSR aujourd'hui encore à coltiner à Kabila, ça m'étonne un peu. Mais je me dis, par la magie de la politique, tout est possible. Donc, on accepte tout et on voit et on se réserve de trop commenter là-dessus. C'est la magie de la politique. Pour revenir à la sortie officielle de l'Union sacrée, j'étais en train de dire ici que nous avons assisté le 29 à une véritable démonstration de puissance politique. Et personne ne pourra me contredire là-dessus. Il y a eu un engouement autour du stade, il y a eu une organisation, il y a eu un afflux. Et donc, nous, au niveau de l'ADPD, Action du Peuple pour la démocratie, le message que nous avons perçu de cette mobilisation, c'est que M. Félix Tshisekedi est très populaire à Kinshasa. Nous vivons à Kinshasa, nous le savons, de tout temps. Que ce soit à l'époque du maréchal, que ce soit à l'époque de Mouzé, que ce soit à l'époque de Kabila fils, Kinshasa a toujours été hostile au pouvoir. Mais toujours. Malgré ça, le congrès de l'AMP, c'était toujours un plein. Le FCC au stade 20 mai, c'était encore un plein. Mais je vais y venir. Je vais y venir parce que j'ai les éléments, donc laissez-moi y venir. Kinshasa a toujours été hostile au pouvoir. À l'époque du maréchal, il vous souviendra qu'à un moment donné, le maréchal s'était exilé à Kawili parce que Kinshasa ne le digérait plus. À l'époque de Mouzé, vous connaissez les problèmes qu'il y a eu ici. Il y a eu des couvre-feux, il y a eu de la bastonnade avec les Banamoura et tout ça de l'époque. Donc les Kadogo, on les appelait les Kadogo à l'époque et tout ça. Kinshasa a toujours été très hostile. Avec Kabila, vous venez d'évoquer la sortie officielle du FCC. Mais avant même la sortie officielle du FCC, j'aimerais évoquer avec vous la sortie officielle de l'AMP. Donc, il y a d'abord eu le MP, d'accord? Et après, il y a eu AMP et ensuite FCC. Pour ce qui est de MP, la sortie officielle, si je ne me trompe pas, s'était déroulée, la cérémonie s'était déroulée, si je ne me trompe pas, à 20 mai. 20 mai, je pense que c'est un stadium, je crois, de 20 000 personnes. Je n'ai pas trop les statistiques, mais en tout cas, je sais que ce n'est pas comparable au stade des Martyrs. Et à cette époque-là, c'est vrai que le stadium du 20 mai était bondé. Ensuite, il y a eu MP, AMP plutôt. Je pense que la cérémonie de la sortie officielle s'était également déroulée dans un stadium. Mais en fait, la raison pour laquelle le régime de cette époque-là choisissait des stadiums plutôt que le stade de Martyrs, c'est parce qu'ils étaient conscients que le leader qu'ils avaient choisi de soutenir n'était pas populaire à Kinshasa. Très bien. Mais je termine. Je termine sur ça. Et donc, il fallait trouver des espaces où les images ne viendraient pas, si vous voulez, dénoncer cette réalité que le leader que eux avaient choisi à l'époque n'était pas populaire à Kinshasa. Donc, il fallait tantôt le Pullman, tantôt 20 mai, donc des petits stadiums ou bien des petites salles où il y aurait la facilité de réunir 10 à 20 000 personnes, parce que nous sommes à Kinshasa. Il ne faut pas l'oublier, Kinshasa, c'est quand même une métropole de, mettons, aujourd'hui 20 à 25 millions d'habitants. Bien. J'exagère peut-être, mais on est dans cette fourchette-là. Bien. Et donc, rassembler comme ça 10 à 20 000 personnes, ce n'est pas un exploit. Mais par contre, remplir le stade de Martyrs, ouais. Pour nous, ADPD, je termine sur ça pour laisser mon compatriote aussi s'exprimer. Pour nous, le message que cela nous a renvoyé, c'est que Monsieur le Président de la République, contrairement à ses prédécesseurs, est encore à ce stade très populaire à Kinshasa. Et ça nous facilite à nous la tâche aujourd'hui de soutenir un candidat comme celui-là.
Félix Tshisekedi nous facilite à nous, sociétaires de l'Union sacrée, la tâche de porter sa candidature pour un deuxième mandat parce qu'il est déjà populaire à Kinshasa. Bien. Donc nous avons compris, nous, à l'ADPD, que s'il y a un travail à faire pour la réélection du président de la République, il sera à faire plutôt à l'intérieur qu'à Kinshasa. Bien, merci beaucoup, on vous a compris. Jano Manyanga, est-ce de cette façon que vous comprenez la chose? Il a évoqué le plan, il a évoqué également le message à tirer, c'est-à-dire Félix Tshisekedi est très populaire à Kinshasa, chose que le pouvoir passé ne sera prouvé ici, pour n'avoir choisi que de petits espaces pour recevoir le monde à chaque fois qu'il y avait des organisations de la même trempe. À vous la parole. Monsieur Benz, je vous ai dit ici, je suis en face de moi, devant un Tshisekediste par accident. Je voulais juste faire d'abord... Un kabiliste par conviction, vous l'avez dit. Merci beaucoup. Prouvez-nous ça. Je voulais juste d'abord faire quelques recadrages par rapport à ce que je y ai entendu. Vous avez vos 8 minutes. À ce qui concerne le parcours de Pierre Lumbi. Un homme. Vous revenez encore sur Pierre Lumbi. Un homme très intelligent. Je ne cesse à le dire dans des chaînes de télévision, partout où je passe, que l'arrivée de l'IDPS au pouvoir, c'est le fruit de l'infiltration. Néanmoins, mon frère vient encore de le démontrer ici. Nous sommes en 2015. Pierre Lumbi, que j'ai évoqué ici, que le départ de Pierre, à côté de Joseph Kabila, était un fruit d'infiltration. Mon co-débatteur vient de l'affirmer encore. Comment ça? Qu'est-ce qu'il a dit précisément? Que de ces temps-là, Pierre Lumbi préconisait déjà Félix Tshisekedi président de la République. Vous comprenez? Comment se fait-il? Donc Kabila avait vu le danger. Comment se fait-il que Messieurs Xavier Malutama et Pierre Lumbi, ils sentaient, ils jaugeaient déjà l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir comme président de la République? C'est là où nous avons, je dis tantôt ici, après avoir décelé, après avoir constaté l'infiltration à outrance de Pierre à côté de Joseph Kabila. Kabila devait taper fort. Kabila devait prendre ses précautions. C'est comme ça que Pierre Lumbi est parti. Il est parti dans la manière dont il est parti. Mais nous, au FCC, nous avons félicité ses prouesses par rapport au travail qu'il avait fait, n'est-ce pas, dans ces pays. Il y a une parenthèse aussi que je voulais juste donner aux téléspectateurs, parce qu'il faudrait que les gens comprennent au moins la genèse du MSR. Avant, Pierre s'est retrouvé assistant. Ça, vous l'avez déjà dit, n'est-ce pas, au début? Pierre s'est retrouvé assistant à côté d'un conseiller spécial. Pierre était parmi les tout premiers ministres, n'est-ce pas, du ministère des ITPR pour avoir piloté un projet gigantesque qui est les 5 chantiers du gouvernement. Donc, avant lui, il y avait la hiérarchie, n'est-ce pas, de notre parti politique au niveau du parti et au niveau de la République. C'est absurde de faire comprendre, de faire gober à la population que les MSR étaient le fruit de Pierre. C'est inexplicable. Bien. Jamais, n'est-ce pas, moi, je pense on va organiser un plateau spécial pour parler du MSR, de Pierre Lumbi, de sa relation avec Kabila, les raisons de son départ du système Kabila et l'après Pierre Lumbi. On va en parler. Pour le moment, ce qui intéresse le public qui nous suit, c'est la sortie officielle de l'Union sacrée. Tout ce que votre co-débatteur venait d'étaler ici, vous le partagez? Oui, non, pourquoi?
Merci beaucoup pour la question si importante, la sortie officielle de l'Union sacrée. Je suis en train de dire à tous ceux qui nous suivent, l'Union sacrée a raté son rendez-vous. L'Union sacrée a raté l'occasion de pouvoir convaincre la population. L'Union sacrée se trouve dans les chevauchements dans sa manière de faire les choses. Nous sommes aujourd'hui en 2023, mais l'Union sacrée a vu les jours depuis qu'ils ont eu à rompre cette coalition avec le FCC. FCC Cash. L'Union sacrée avait déjà un gouvernement qui a fait 2 ans, les Sama 1, et Union sacrée a un gouvernement Samadé. Dans l'esprit sociologique et politique, l'Union sacrée ne devrait pas faire sa sortie officielle dans le sens où ils ont eu à présenter les samedis passés. Maintenant, ils affûtent les armes pour affronter le plus important. Dans la manière dont ils ont eu à présenter aucunement. Parce que l'Union sacrée a vu le jour il y a plusieurs années, en dépit de ces 2 gouvernements qu'ils ont eu à mettre en place. Chers Benz et tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre aujourd'hui, nous avons suivi les présidiums de l'Union sacrée. Mais fort malheureusement, dans le fond intérieur de tout le Quinois, tous regrettent une chose. C'est l'effet de pouvoir copier ce qui s'est passé avec l'AMP, comme je viens de le dire mon co-débatteur, MP, AMP, MP, FCC, dans le cadre de pouvoir faire comme FCC. Mais la différence, c'est dans les fonds. Nous avons suivi les présidiums de l'Union sacrée, mais c'est malheureux de voir des éminents professeurs, des autorités que nous avons dans ce pays, discuter de la popularité, discuter de la foule. Non, mais le choix du cadre peut aussi justifier cet aspect de choses. Quand quelqu'un dit « je vais tenir mon activité au stade des martyrs », c'est qu'on vise, en premier lieu, c'est le plein. C'est-à-dire, je suis capable de démontrer que j'ai le peuple derrière moi, et c'est là nous l'avons vécu. Moi, la soif de Kounoua, c'était de pouvoir écouter les messages que l'Union sacrée devait donner à la population. Il n'y a pas eu un message constructif, un message qui devrait apaiser toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui au pays. Nous avons la dédollarisation qui frappe ce pays. Nous avons un budget qui est fantaisiste. Nous avons la hausse des prix de transport. Nous avons toute forme de grève que nous connaissons aujourd'hui avec la population. Telles ont été les attentes de la population quinoise. Alors, si nous nous battons et nous siégeons, vous et moi, avec mon frère, en train de débattre sur le plein et la foule, nous quittions cette casquette d'homme d'État. Nous commençons à réfléchir maintenant, n'est-ce pas? Comme tout le monde. Ce n'est pas logique. Lorsque mon co-débatteur dit comparativement... Vous avez encore 2 minutes. Lorsque comparativement avec ce que le FCC a fait, je voulais juste informer à mon co-débatteur. Au stade de Tata Raphaël, c'est que l'AMP a organisé, je l'informe. C'était une organisation faite par la JMP, la jeunesse de la majorité présidentielle à l'époque, avec la coordination des Obamina. C'est nous les jeunes, à notre niveau, nous avons eu l'initiative de pouvoir organiser et communiquer avec les Quinois, avec les jeunes, avec nos frères jeunes, Quinoises et Quinois. À notre tour, on y a retrouvé beaucoup de vieux. J'étais là, j'ai à notre tour, nous y avons
nous y avons invité le coordonnateur de la majorité présidentielle, qui était Obin Minakou, et lui à son tour a invité les autres. Lui aussi à son tour, il a invité quelques temps. Ça, c'est une parenthèse. Deuxième chose, lorsqu'ils sont en train de faire le parallélisme, je suis en train de l'informer, les FCC avaient fait sa sortie officielle, c'était au salon, c'était dans le chapiteau, n'est-ce pas, des Pullman, n'est-ce pas, auquel nous étions habillés tous en blanc-blanc. C'est là que nous avons organisé notre sortie officielle. Mais l'Union sacrée, à son tour, cherche à faire comme l'FCC. Ils ont dilapidé, ils ont fait signer les caisses de la République avec un budget de 15 millions de dollars, qui est un député qui est les contrôleurs budgétaires, n'est-ce pas, Daniel Saf, à les dénoncer en disant que les caisses de l'État sont en train de signer pour l'organisation d'une association. Il n'était pas question... Un fait privé d'ailleurs. Merci. Il n'était pas question de joindre l'argent de l'État à un fait privé. Voilà au moins cette ligne de démarcation entre l'Union sacrée et les FCC à l'époque. Lorsque nous avons eu à présenter nous avons eu à faire notre sortie officielle. Je pense que les images sont là. Nous étions à l'époque, je pense, avec lui. Si vous visualisez ces images, les FCC avaient présenté un programme. Voilà la différence. Nous avons présenté un programme bien détaillé sur le développement du pays à tous les secteurs, à tous les niveaux. Nous ne nous sommes pas retrouvés pour parler de la foule, non plus des personnalités. Merci, nous avons parlé des idées. Merci. Alors, aujourd'hui, nous constatons que l'Union sacrée, le fait de vouloir faire comme les FCC, ils sont en train toujours de copier des choses dans les mal. Mon co-débatteur ne me dira pas le contraire, parce que nous étions avec lui à cette époque dans les FCC. C'est cela que je suis en train de citer pour dire, il est tshisekédiste par accident, mais kabiliste par conviction. Par conviction. Très bien. Je ne crois pas qu'avec le temps qui nous reste, on saura aborder tous les sujets que nous avons inscrits ici, parce que je ne vois pas Xavier Maloutama continuer ce débat sans faire encore un petit recul. Certainement, il y a des éléments de recadrage. S'il le fait, vous ferez la même chose. Sinon, je voudrais déjà qu'on aborde la question sur les élections. Et nous l'abordons, mais chacun de vous aura le droit de reculer un peu pour apporter de l'éclairage sur ce qui est déjà dit. J'ai reçu sur ce plateau Xavier Maloutama. Il a émis un point de vue qu'il a jugé tout à fait logique, que alors que notre pays est visité par la guerre, il ne serait pas intéressant que nous puissions nous précipiter à l'organisation des élections. On ne peut pas faire la fête lorsque ça brûle dans la maison. Le plus important serait de se focaliser sur les canaux pouvant nous conduire à la pacification, si pas totale, mais évoluer, surtout de la partie est de notre pays, pourquoi pas de tout le territoire national, avant de penser aux élections. Le faire demanderait aux Congolais d'accepter la continuité de gestion du pays par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai dit le contraire de ce que vous avez évoqué, Xavier Maloutama. Ou soit, vous devez le dire mieux sur ces plateaux. Oui, je pense qu'il faut effectivement mieux présenter la chose. À cet effet, j'ai même une image que je distribue sur tous les plateaux de télévision. Mais avant d'y venir, vous aviez d'ailleurs anticipé sur ça. Il y a un tout petit recadrage, une petite parenthèse. Mon co-débatteur compatriote... 5 minutes. Hein. Je n'en prendrai même que 2 sur ce sujet. Mon compatriote du soir me pointe du doigt comme tshisekédiste par accident et kabiliste par conviction. J'aimerais le recadrer sur ce point-là parce qu'en fait,
moi, je ne suis pas fait de ce bois-là. Moi, Xavier Maloutama, je ne suis ni kabyliste, ni tshisekéliste. Moi, je suis un républicain. Ma vision à moi, elle est à la dimension de la République. La jeunesse que vous êtes aujourd'hui, vous devez sortir de ce carcan. Être kabyliste, être tshisekéliste. Ce sont des hommes qui vont passer, mon cher ami. La République seule restera. Il faut se réveiller. Surtout quand on est leader de la jeunesse, il faut sortir de ces carcans. Commencez à penser République. Commencez à penser Congo. Et ça sera déjà un bon début pour vous. Deuxièmement, vous avez évoqué vos images du Pullman à l'époque de votre sortie officielle. Je vous invite à les inspecter sur n'importe quelle chaîne de télévision. Vous n'y verrez pas mon visage parce que je n'y étais pas. Ça, c'était la petite parenthèse. Mais non, le sujet des élections qui m'intéresse fortement parce que nous, à l'ADPD, nous estimons, en tant que républicains, nous estimons que le pays est en danger. Nous estimons que cette guerre d'agression rwandaise à laquelle le pays doit faire face est un danger pour non seulement la population congolaise, mais pour l'intangibilité de nos frontières, pour l'intégrité de notre territoire national. Et à ce stade, nous considérons que ne pas se focaliser sur ce problème qui est pour nous prioritaire. Pourquoi? Parce que nous voulons des élections, mais ces élections, elles doivent être organisées sur une surface, c'est-à-dire sur un territoire national. Et dès lors que l'intégrité même de cette surface est menacée, nous pensons que se focaliser sur les élections serait une distraction qui va nous éloigner des vrais problèmes. Donc pour nous, au jour d'aujourd'hui, nous conditionnons, nous voulons les élections, mais nous les conditionnons au rétablissement de la paix à l'est du pays, au rétablissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Ce n'est qu'à cette condition que pour nous, ADPD, nous pouvons avoir des élections dans ce pays. L'exemple que j'ai toujours donné, c'est que vous avez une maison dans laquelle vous avez une famille classique, papa, maman et les enfants. Bon, nous sommes les Africains, nous sommes des Bantous, on a toujours une nièce, une cousine et ainsi de suite, hein, qu'on fait venir dans le ménage pour aider aux tâches ménagères. Et donc là, vous avez un père de famille qui constate que c'est son anniversaire. Donc c'est au mois de décembre, comme par hasard, le 20 décembre, c'est son anniversaire. Et il estime qu'il doit fêter son anniversaire. Mais pendant ce temps, au même moment, les voisins ont sauté le mur de la clôture et sont en train de violer sa femme, sa sœur, ses nièces et ses enfants dans les chambres de la maison. Mais lui, il est convaincu, il est déterminé à fêter son anniversaire. Nous disons que c'est une attitude irresponsable. En tant que politique, en tant qu'homme d'État, nous avons l'obligation, nous avons le devoir, nous avons la responsabilité de pallier au plus urgent et au plus important. Le plus urgent aujourd'hui, c'est de sauver notre territoire national. Le plus urgent aujourd'hui, le plus important, c'est de préserver l'intégrité de notre territoire national. Voilà pourquoi l'ADPD a toujours, et ça depuis des mois déjà, conditionné l'organisation du scrutin à la pacification de l'Est du pays et au retour de l'autorité de l'État, au rétablissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Le père de famille dont je parle ici, c'est le président de la République. Le salon dont je parle ici, c'est Kinshasa. Les chambres dont je parle se trouvent à l'est du pays et c'est là-bas qu'on viole nos femmes, on viole nos sœurs, on viole nos nièces, nos enfants. Et nous, ici à Kinshasa, nous voulons faire une fête qu'on appelle élection. Pourquoi j'appelle ça fête? Je m'en étais déjà expliqué l'autre fois, mais je veux l'expliquer également à mon compatriote, c'est que lorsqu'on veut organiser les élections dans ce pays, et là je le sais pour avoir travaillé auprès d'un illustre aîné qui a également disparu, paix à son âme, je lui rends également hommage, le feu président de la CENI, Malou Malou. Malou Malou me disait, Xavier, il n'y a pas de mystère pour organiser une élection dans ce pays. Lorsqu'on veut organiser une élection, c'est comme quand on veut organiser une fête. Quand tu veux organiser une fête, tu as besoin de savoir combien d'invités tu comptes recevoir. C'est ça l'enrôlement. Lorsque tu as le nombre d'invités, tu dois
préparer la logistique de ta fête, c'est-à-dire la sonorisation, la salle, les lumières et tout ça. C'est ça la logistique électorale. Donc en fait, il n'y a pas de différence aujourd'hui entre organiser une fête et organiser une élection. Alors, si nous voulons organiser une fête, nous, en tant que responsables politiques, nous devons nous poser la question, est-ce que le temps est propice pour organiser cette fête? Bien que cette fête, en réalité, consacre la démocratie, cette fête célèbre la démocratie, parce qu'il s'agit d'élections, et nous, Action du peuple pour la démocratie, nous ne pouvons qu'appuyer cela, mais nous disons que la vie de nos compatriotes est plus importante que cette fête. Bien. Nous disons que l'intégrité de notre territoire national est plus importante. Nous disons que le rétablissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national est plus important que cette fête-là. Voilà pourquoi nous conditionnons l'organisation de cette fête aux préalables qui sont le retour de la paix à l'est du pays, le rétablissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, et enfin la protection et le rétablissement dans leur dignité de toutes les populations qui sont victimes de la guerre à l'est du pays. Merci, Maluta Mazavier. C'est une proposition jusque-là. Vous tenez à ça parce que vous n'arrêtez pas d'en parler à chacune de vos interventions à travers le média. Jano Manyanga, je dois déjà dire aux téléspectateurs que vous n'avez pas partagé ces points de vue. Vous avez les bonnes raisons de ne pas le partager, certainement. C'est ce que nous voulons écouter par votre intervention. Vous avez 7 minutes comme il a pris. Merci beaucoup pour cette question aussi importante. Je ne partage pas cet avis. Parce que je voulais juste l'informer que j'ai eu au moins à suivre ce propos. Je pense que vous avez à mettre ça sur Facebook. Je vais y aller écouter. Je ne partage pas cette opinion. Je constate que son opinion, son point de vue qui est déductif. Mais lorsque nous parcourons l'ensemble de l'union sacrée, ça devient un point de vue inductif. Je constate que c'est un point de vue qui est vulgarisé par l'ensemble de l'union sacrée dans le but de pouvoir nous préparer pour ne pas organiser ces élections. Donc, donner à Tshisekedi un peu plus de temps. L'union sacrée dans son ensemble a eu à mettre plusieurs approches dans le but de ne pas organiser ces élections. La première approche que j'avais développée, je pense qu'il y a quelques mois, c'est l'approche de la balkanisation électorale. Comment ça? Ça, c'est fort quand même. J'ai développé cette approche de la balkanisation électorale qui est mise en place par ces régimes en place. Il était question et il est question dans leur stratégie, de pouvoir balkaniser l'Est du Congo avec une théorie très bien mise en place, la théorie du complot. Nous prenons les M23 comme bouc émissaire, mais en réalité, nous avons notre approche en nous qui est mise en place. Il faudrait que l'Est reste dans cette situation-là, parce que l'Est... Donc la guerre semble être un alibi. C'est un alibi. Et l'Est dans son ensemble, lorsque vous prenez Ituri, vous prenez Nord Kivu, vous prenez Sud Kivu, les trois provinces à elles seules représentent 40% de l'électorat. Avec isolement de plus de 70 députés nationaux. Vous comprenez? Le président Tshisekedi, dans ses stratégies, il constate que ça serait pour lui difficile de se faire élire de ces coins-là. Il faudrait développer ces approches. Et cette approche est presque vulgarisée par l'ensemble des ténors de l'union sacrée. C'est là que moi je dis non. C'est là que moi je partage cet avis avec l'union sacrée. Quels sont les dangers ou le mot que notre pays risquerait si jamais on appliquait la proposition de Xavier Malutama?
Je suis en train de vous dire ce que Xavier a évoqué ici, les contextes dans lesquels ils évoquent l'intégrité territoriale, la pacification du pays, la refondation de l'État. L'ensemble de tous ces mécanismes-là ont été bafoués par le comportement du président de la République lui-même. Comment ça? Lorsqu'il a évoqué plusieurs fois dans des pays, dans des concerts des nations, autant de voyages qu'il a multipliés, le président ne cessait à le dire à ses partenaires qu'il était inconcevable, à son sens, de voir la réapparition du M23 qui a été de fait. C'est lui-même le président de la République qui l'a dit. Est-ce que nous devrons organiser les élections au moment où l'Est sera pacifié? Je dis que c'est faux, c'est absurde. Parce que le prédécesseur Joseph Kabila, à l'époque, nous avons organisé les élections de 2006 dans cette même condition, les élections de 2011 dans cette même condition, les élections de 2018 dans cette même condition. C'est une réalité, en fait permanent dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, l'effet de ne pas organiser les élections pour dire que non, nous avons un problème, c'est prendre des Congolais pour des poltrons, pour des naïfs. Okay. C'est ce que nous ne partageons pas. Très bien. Je me rappelle, et je voulais juste évoquer une chose en une seconde. J'ai suivi Xavier Malutama lorsqu'il a évoqué la question russo-ukrainien qui est presque un élément similaire à l'organisation des élections dans l'Est démocratique du Congo, parce qu'il a fait des études comparatives par rapport à l'Ukraine. Si on posait la question à Zelensky aujourd'hui de pouvoir organiser des élections, je pense que l'Ukraine n'est pas prêt pour organiser les élections. Je pense qu'il a développé ça ici. Je pense qu'il est avec vous. C'est qui pourrait être le cas aussi pour la RDC. Je voulais juste répondre et dire à mon frère, je suis en train de dire, les contextes politiques n'est pas le même. C'est quoi la différence? L'Ukraine est en train de passer dans une guerre idéologique entre le monde bipolaire qui sont en positionnement idéologique du point de vue mondial. Vous savez que nous connaissons que le monde est multipolaire, mais en réalité, le monde est bipolaire. Donc, l'axe occidental cherche à imposer ses lois contre l'axe oriental qui se transforme sur un territoire donné qui est l'Ukraine aujourd'hui en termes idéologiques. Donc, les contextes ne sont pas les mêmes. Bien. Lorsque nous prenons cette réalité, nous la mettions en République démocratique du Congo, un État souverain qui est en train de discuter sa portion de terre avec un mouvement terroriste. Un mouvement terroriste n'a pas de force du plan de vue de droit de pouvoir s'imposer à un État souverain. Ce n'est pas un argument fondé par rapport à la non-organisation des élections telle que prônée par l'Union sacrée. C'est là que je voulais aussi répondre directement à mon frère que cette approche n'est pas applicable en termes de réalité ici à République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Jeannot Manyanga. Nous avons compris votre souci. On n'a plus de temps. En tout cas, je ne vais plus poser des questions, mais je vous permets quand même de soulever quelques points que chacun de vous a constatés dans les dires de l'autre pour plus d'éclairage. Faites-moi ce bonheur de ne prendre que 2 minutes maximum chacun, pas plus. Xavier Malutama. Je vais le faire très vite alors. Je comprends qu'on est pressé par le temps.
La première des choses que je vais dire à mon compatriote de ce soir, c'est que Kabila n'a jamais organisé les élections alors que des portions du territoire national lui échappaient. À chaque fois qu'il y a eu élection, il y a eu 3 cycles électoraux sous Kabila, 2006, 2011, 2018, le gouvernement central, à chaque fois, avait le contrôle des territoires. À chaque fois. En 2018, il y a eu des territoires où on n'a pas organisé les élections, mais c'était à la décision du gouvernement central. Et c'était pour des raisons sanitaires. On avait des suspicions de cette infiltration. Parce qu'en fait, il y a un plan caché derrière cela. On voudrait nous agiter la diversion des élections pour soi-disant satisfaire les appétits politiques. Pendant ce temps, les territoires qui sont occupés par d'autres populations, par une autre administration que l'administration centrale, dirait que bon voilà, comme vous avez organisé vos élections, que vous n'avez pas tenu compte de nous, maintenant nous allons organiser un référendum sur les territoires que nous contrôlons. C'est ça en fait le danger. Il faut comprendre cela. Voilà pourquoi l'ADPD insiste sur cette question. Pour nous, ADPD, il n'est pas question d'avoir des élections sans que nous puissions rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Bien. C'était la première chose. Je termine sur la deuxième. On a parlé de l'Ukraine ici. Mais oui, mon cher ami, il ne faut pas amener la population dans des questions idéologiques. La population, il faut lui parler simple, mon cher ami. La simplicité ici, c'est quoi? L'Ukraine est-il un pays agressé par son voisin russe ou pas? Vous répondez à cette question. Et ici, la RDC est-il un pays agressé par son voisin rwandais ou pas? Répondez à la question. Maintenant, lorsqu'on a répondu à cette question, on se pose la deuxième question. Dans un contexte comme celui-là, est-il logique et responsable d'organiser des élections? Si c'est non pour l'Ukraine, ben ça sera non pour la RDC, mon cher ami. Il n'est pas question ici d'amener les gens à chercher à savoir d'où vient la guerre de l'Ukraine. Parce que même sur la guerre d'agression du Rwanda par rapport à la RDC, il y a des implications internationales. Bien. Mais si nous devons rentrer dans ça maintenant, on ne va pas en terminer. Donc restons sur les grandes lignes et constatons simplement que la RDC est un pays agressé par son voisin comme l'Ukraine l'est par la Russie. Et dans ce contexte-là, est-ce qu'il faut organiser des élections ou d'abord régler le problème? C'est ça la seule question à laquelle il faut répondre, mon cher ami. Merci Xavier Manoutama. Jean Manyanga, rapidement, on doit clôturer l'émission. En fait, je voulais juste, par rapport, en dépit de tout ce que mon co-débatteur a évoqué ici, je suis en train de dire que l'Union sacrée ne cesse de développer cette théorie de la balkanisation électorale, n'est-ce pas? La guerre dans l'Est n'est pas un argument fondé pour ne pas organiser les élections. Donc les compatriotes peuvent mourir et nous à Kinshasa nous devons organiser les élections. On ne doit pas avoir le souci de la vie de nos compatriotes à l'est du pays. Parce que quand vous dites la guerre, en fait, c'est ça. Les compatriotes, nos femmes sont en train d'être violées, nos compatriotes sont en train de mourir. Mais vous nous dites ici sur le plateau que non, c'est un prétexte. Il faut laisser nos compatriotes mourir et nous organiser les élections. C'est politiquement irresponsable, mon cher ami. Nos compatriotes de l'est du pays vous suivent. Et ils comprennent que pour vous, FCC, leur vie n'a pas d'importance. Mais pas le temps de savoir, le problème c'est le résultat. Et le résultat pour les Congolais que nous sommes, c'est de préserver l'intégrité territoriale. C'est ça le plus important. Si tu veux qu'on aille aux élections, demain on n'a plus Routou, on n'a plus Lituri, on n'a plus Doma. Tu seras content d'aller dans les pareilles élections? Nous voulons des élections, mais sur toute l'étendue du territoire. Les élections, toute l'étendue du territoire. Parler à cette situation, il nous faut un soit tu démets que les élections s'effacent comme c'est fait la révision du fichier électoral. On fait d'abord un nouveau leadership. Il faut mais ça, c'est consacrer la balkanisation. Et c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Il ne faut pas bien une chose même.